Bonjour à tous. Déjà, je suis avec moi et les éditions ENI. Nous sommes très ravis de vous recevoir dans ce webinaire. Alors, je m'appelle Juvenal Chokogwe, pour certains d'entre vous qui le savent déjà. Je suis l'auteur de l'ouvrage Hadoop devenir opérationnel dans le monde du Big Data, qui a été publié en avril dernier. Alors, je vais vous accompagner pendant ces 30-40 minutes que nous allons passer ensemble. Et je vais vous présenter les clés dont vous aurez besoin pour saisir les opportunités du Big Data avec Hadoop. Donc, la présentation va se passer en deux phases. Dans une première phase, je vais présenter l'ensemble des clés. Et dans une deuxième phase, vous pourrez poser les questions. Donc, c'est des questions, vous pouvez les noter. Et à la fin, l'édition ENI va me les retransmettre. Donc, pendant cette présentation, je vais vous présenter 4 clés. En fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe, il n'existe pas juste 4 clés, mais dans ce webinaire, je vais vous présenter 4 clés pour saisir les opportunités du Big Data. Avant d'entrer dans les clés, il est bien évidemment indispensable que vous compreniez le rapport qui existe entre le Big Data et Hadoop. Alors, Big Data et Hadoop, quel rapport? Ces 3 dernières décennies de l'histoire de l'humanité ont été témoins d'une explosion sans précédent du volume de données, comme vous le savez déjà. Il est admis que durant les 2 dernières années qui sont écoulées, donc 2015 et 2016, l'humanité a généré 90% des données, avec 90% des données récoltées depuis le début de l'humanité jusqu'à ces 2 dernières années ont été récoltées. Donc, du coup, pour qualifier cette explosion de données, le terme Big Data a été adopté. Bien évidemment, quand on dit Big Data, de manière intuitive, vous pensez nécessairement à gros volume de données, ou alors données massives. Aujourd'hui, c'est même entré dans le dictionnaire, on parle de mégadonnées. Bon, dans cette présentation, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on dit Big Data, on ne fait pas juste référence au volume des données. Bien évidemment, le Big Data en tant que concept est quelque chose qui est à la mode. C'est comme le sexe dans les discussions des adolescents. C'est que chacun va vous dire, OK, moi j'ai lancé mon projet Big Data, j'ai eu tel retour sur investissement. D'autres vont vous dire, ouais, franchement, nous avons lancé un projet Big Data, nous sommes toute la BI, maintenant nous faisons du Big Data. On dit, c'est cool cette technologie, ainsi de suite. Donc, bref, le marché est en effervescence sur ce mot. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de blogs, il y a même beaucoup d'ouvrages, mais très peu savent véritablement de quoi il est question. Qu'en est-il réellement? En 2012, l'IDC postulait que de 2005 à 2020, le volume de données croîtra d'un facteur de 300, c'est-à-dire 40 trillions de gigaoctets. Avec 40 trillions de gigaoctets générés, cela signifie qu'on a en moyenne 5200 gigaoctets créés aujourd'hui pour chaque homme, chaque enfant et chaque femme sur la planète. Actuellement, le volume de données en circulation connaît une démultiplication permanente. On parle même déjà de 5 exaoctets de données produits tous les 2 jours. Donc, soit le même volume que l'ensemble des données produites par l'humanité, de l'aube de l'humanité jusqu'à 2003. Et selon les estimations de Cisco a renchéri justement en ce sens avec ses dernières études qu'elle a menées, où elle disait que le trafic réseau, l'ensemble des données qui circulent sur le réseau aujourd'hui est estimé à 1,3 zeta-octets. Donc, cette croissance de données vient de 4 facteurs. Ce sont ces 4 facteurs que vous voyez sur l'écran là. Premièrement, c'est l'ambiguïté, c'est provoqué par l'ambiguïté d'Internet. C'est-à-dire que le fait d'avoir mis Internet à la portée du grand public est l'un des facteurs qui a favorisé l'émergence du Big Data. Le deuxième facteur notable, c'est le doublement de la population. Alors, le doublement de la population dans le sens où,
avec le développement de la population et l'ubiquité d'Internet, bah, aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont accès à Internet. Le nombre de personnes, le nombre de smartphones connectés à Internet aujourd'hui, c'est ça en fait qui est en train de... C'est l'un des facteurs importants qui est en train de créer ce mouvement de Big Data. Le Big Data qui a accompagné la révolution de l'usage d'Internet ces 10 dernières années a provoqué des changements très profonds, comme on le sait, dans la société. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de modèle économique à coût marginal décroissant. Vous allez entendre parler de commoditisation de la connaissance. Vous allez entendre parler de décentralisation du pouvoir de création de l'information. Vous allez entendre parler de suppression des barrières à l'entrée. Vous allez entendre parler de ubérisation de la société. Vous allez entendre parler de Internet des objets. Tous ces différents facteurs-là sont en fait des conséquences de l'ubiquité, en fait, de la mise à disposition du grand public d'Internet et de l'accroissement du nombre de personnes connectées à Internet. C'est ça aujourd'hui qu'on entend par Big Data. En réalité, la Big Data ou le Big Data, c'est l'expression d'un phénomène. C'est l'expression d'un changement de paradigme, en fait, l'expression d'un changement d'ère. L'humanité est simplement en train de quitter de l'ère industrielle à l'ère que nous on qualifie aujourd'hui de numérique. Donc, dans l'ère industrielle, l'élément clé, c'était l'électricité. Dans l'ère numérique, l'élément clé, c'est la donnée. Ce qui est important, ce n'est pas tant le changement d'ère. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que lorsqu'un changement de cette ampleur se produit, un changement de ce qu'on appelle paradigme est toujours nécessaire. Un paradigme, c'est quoi? C'est le rapport que les individus ont avec l'environnement. Pour faire vraiment très simple, parce que ce n'est pas l'objet de notre présentation, pour faire très simple, le changement, c'est un peu comme si le monde est en train de quitter d'un système démocratique pour un système monarchique. Vous voyez que dans ce cas, ce n'est pas les méthodes qui changent, mais c'est la façon dont les gens perçoivent le rapport que les individus ont avec le monde. Donc, c'est vraiment ça. Donc, quand on dit Big Data, vous voyez expression d'un phénomène. Donc, la donnée, c'est juste le carburant qui fait passer le monde de l'industriel au numérique. Le plus important, c'est le changement de paradigme, le changement mental qui va occurrer, qui va arriver. Donc maintenant, quel est le rapport entre Big Data et Hadoop? De façon traditionnelle, pour traiter les données, tout le monde connaît ce schéma. Le schéma de l'architecture fait du moins tous les informaticiens. Donc je disais que l'approche traditionnelle de traitement de données consiste à centraliser le stockage et le traitement de données sur un serveur. Donc l'approche traditionnelle, c'est une approche typiquement centralisée. Cette approche a de plus en plus de peine à gérer les contraintes, les exigences du Big Data. C'est pourquoi une nouvelle approche de données a été conçue. Cette nouvelle approche de gestion de données consiste en fait à décentraliser le stockage et le traitement de l'information sur plusieurs machines commodes, ce qu'on appelle couramment un cluster. C'est comme l'écran le présente. Dans le contexte, dans le jargon, on va appeler les machines des nœuds. Donc, je vais regrouper plusieurs machines dans un casier, par exemple, entre 40 et 60 machines dans le même casier, et je vais interconnecter ces casiers par un commutateur Internet, un switch, ceux qui connaissent, pour les informaticiens. Aujourd'hui, il existe une plateforme où il existe une technologie qui permet de faire tourner les traitements sur un cluster en utilisant l'approche décentralisée. Cet outil, c'est Hadoop. Donc, Hadoop, c'est l'implémentation d'une approche, de l'approche décentralisée qui permet d'exploiter, de traiter les données en utilisant un cluster. Donc, Hadoop est aujourd'hui l'implémentation logicielle la plus mature de l'approche de décentralisation des données. Techniquement, Hadoop, c'est l'implémentation du modèle de calcul MapReduce de Google, pour ceux qui savent, et de son système de fichiers, le GFS. Techniquement, c'est un ensemble de classes Java qui permet de faire du traitement massivement parallèle de façon complètement tolérante aux pannes. Donc, si vous voulez utiliser Hadoop pour traiter vos données, nous vous recommandons de choisir une distribution Hadoop. Il y a actuellement sur le marché 3 distributions.
la distribution CDH de Cloudera, la distribution HDP de Hortonworks et la distribution CDP de MapR. Donc, dans le chapitre 10 de notre ouvrage, nous vous expliquons les 7 critères sur lesquels vous devez vous appuyer pour choisir votre distribution. Alors, pourquoi est-ce que nous insistons sur la distribution? Nous insistons sur la distribution parce que la valeur d'un standard est proportionnelle au nombre de personnes. Et que l'adoption à grande échelle d'une technologie dépend en général des utilisateurs métiers et non des développeurs et des experts. Hadoop, la fondation Apache a compris cela, c'est pourquoi elle a mis à disposition des utilisateurs un ensemble d'outils ou un ensemble d'abstractions ou alors un ensemble d'outils clic-bouton qui permettent d'exploiter le cluster sans s'encombrer. L'ensemble de ces outils portent le nom de écosystème Hadoop. Voilà, vous avez là à l'écran. Lorsque nous allons vous envoyer le replay, vous aurez le temps de bien voir les briques technologiques matures qui font partie de l'écosystème Hadoop. Donc, dans l'ouvrage, là, nous expliquons ces briques de façon basique, mais nous insistons plus, nous mettons plus l'accent sur le SQL, donc sur cette partie. La partie SQL, là, Impala, Phoenix et Hawk. Les autres, nous les détaillons de façon simple. Maintenant, nous allons entrer dans les clés. Le plus important. Il existe 4, en fait, il n'existe pas que 4 clés, mais je vais vous donner là 4 clés pour saisir les opportunités du Big Data. Pourquoi je parle de saisir les opportunités du Big Data? Vous allez comprendre. Alors, la première chose que vous devez comprendre, c'est que le Big Data représente un changement social. Le Big Data n'est pas une technologie. Ce n'est pas un phénomène technologique. C'est l'expression d'un changement social. D'accord? C'est l'expression d'un changement social qui se caractérise par 3 choses. La donnée comme nouvelle matière première, la commoditisation de l'information et la décentralisation du pouvoir de l'information. C'est-à-dire que, comme vous avez remarqué, tout est en fait, on est en train de quitter d'un mode centralisé à un mode décentralisé. Pourquoi on dit que la donnée est la nouvelle matière première? Dans l'ère industrielle, par exemple, en s'appuyant sur l'hypothèse, on s'appuyait en fait sur l'hypothèse selon laquelle la Terre dispose d'un ensemble de ressources limitées. Et donc, en économie, le but consistait à maximiser l'utilisation de ces ressources tout en minimisant les coûts qu'on engage. Aujourd'hui, à partir de la connaissance, on est capable de... En fait, l'humanité est entrée dans un point de son histoire où elle est devenue indépendante des ressources qu'elle utilise. Je vais un peu accélérer pour une transition dans les temps. Donc, avec le replay, vous allez mieux comprendre. J'ai laissé il y a les commentaires sur chaque slide. Donc, la deuxième caractéristique, c'est la commodisation de l'information. Là où il a nécessité 30 ans à la radio pour atteindre une audience de 50 millions, il n'a nécessité que 13 ans à la télé et 4 ans à Internet, 3 ans à l'iPad et 2 ans à Facebook. Aujourd'hui, la communication n'est plus centralisée. On a eu l'habitude de dire « knowledge is power ». Aujourd'hui, « knowledge is no more power ». L'information n'est plus le pouvoir ou la connaissance n'est plus le pouvoir parce que la connaissance est devenue une commodité, c'est-à-dire qu'elle est devenue une ressource accessible à tous. Ce n'est plus une ressource rare. En d'autres termes, ce n'est plus une ressource sur laquelle on peut baser sa différenciation. Donc, une entreprise ne peut plus se considérer comme différente aujourd'hui parce qu'elle possède une information que les autres n'ont pas. Et ça, c'est une caractéristique très importante. Deuxième clé, vous devez comprendre, c'est que l'opportunité dans le Big Data se retrouve dans ce qu'on appelle les RT. Les RT, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les Ready to be Implemented. C'est un terme anglais, en fait, qui signifie Ready to be Implemented. Je m'explique. Dans l'économie industrielle, l'opportunité est liée à la taille du marché. C'est-à-dire qu'il suffit d'identifier, en fait, pour identifier une opportunité, il suffisait de trouver un besoin qui n'était pas encore satisfait et estimer si la taille du marché était suffisante pour couvrir les coûts qu'on engagerait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les consommateurs sont informés, donc par conséquent, les comportements changent de plus en plus vite.
La technologie contribue pour beaucoup à modifier de façon très profonde le comportement des consommateurs. Les consommateurs aujourd'hui ajustent leur style de vie à la technologie qu'ils adoptent. Si on prend le cas de votre iPhone, regardez par exemple votre smartphone, regardez à quel point il a modifié vos habitudes. Regardez à quel point LinkedIn, Facebook, la technologie, aujourd'hui, on est capable de faire des webinaires comme ça à distance. Bref, ça, c'est la technologie en fait qui a modifié. C'est la technologie en fait qui modifie en fait nos comportements. Cela signifie donc quoi? Cela signifie que la technologie, en fait, que l'opportunité dans l'ère numérique se trouve dans la technologie. L'opportunité dans le numérique se trouve dans la technologie. S'il vous plaît, notez ça. Problème, avec la multiplicité des technologies qu'on développe chaque année, comment identifier la technologie qui constitue l'opportunité et qui est susceptible de bouleverser le comportement du consommateur? Regardez le cas des réfrigérateurs, regardez le cas des voitures, regardez le cas de toutes les technologies qui nous entourent. Vous allez vous rendre compte que ce que je suis en train de vous expliquer est fondé. Et qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui est adoptée à large échelle, il y a toujours une modification du comportement des utilisateurs. Cela signifie donc que pour les opportunités se trouvent sur les technologies qui sont capables, ou sur les prochaines technologies qui sont capables de modifier le comportement, de modifier de façon durable le comportement des utilisateurs. Comment est-ce qu'on la détecte? En fait, c'est cette technologie-là en fait, qu'on appelle les ready to be implemented, ou les technologies qui sont prêtes à être implémentées. Comment savoir qu'une technologie est prête à être implémentée, donc prête à modifier le comportement des utilisateurs? Tout simple. C'est lorsque la technologie est transparente. Je m'explique. La transparence technologique, lorsque vous avez par exemple plusieurs technologies, par exemple même dans le cadre d'Hadoop, comment est-ce que nous on peut aller, comment est-ce que je peux dire avec certitude que Hadoop est la technologie qui dans le futur va rester? Vous allez entendre parler de Spark, vous allez entendre parler de H2O, vous allez entendre parler de plein d'autres qui vont arriver, Spark, test, machin. Il y a plein de technologies qui vont arriver. Par contre, ces technologies ne sont pas prêtes, ne sont pas des RIT parce qu'elles ne sont pas encore transparentes. C'est-à-dire qu'elles ne demandent pas encore, elles demandent à l'utilisateur des compétences annexes, elles demandent des compétences spécialisées. Lorsqu'on dit qu'une technologie est transparente à l'utilisateur, ça veut dire en d'autres termes qu'elle est clic-bouton. Elle est très simple à utiliser. Aujourd'hui, Hadoop devient clic-bouton, devient très simple, devient un standard parce qu'il offre à l'utilisateur la capacité d'utiliser le SQL. C'est tout simple. Le SQL, c'est un langage qui est transparent aux utilisateurs. Par conséquent, en adoptant le SQL, Hadoop devient automatiquement transparent à l'utilisateur. L'utilisateur peut écrire des requêtes SQL sous Hadoop sans se rendre compte que c'est Hadoop qui l'exécute. C'est un peu comme ça qu'on détecte des opportunités dans l'ère numérique. Si on prend par exemple le cas des... Vous voyez donc, en fait, la technologie qui va être adoptée, les technologies qui sont adoptées, ce ne sont pas nécessairement les technologies qui sont très bonnes ou ces technologies qui sont très efficaces. Non. Parce que toutes les technologies ne sont... toutes les technologies qui sont bonnes ou performantes ou efficaces ne sont pas nécessairement transparentes. Prenons un cas banal, par exemple, la voiture électrique. Par exemple, les voitures électriques, par exemple, sont meilleures au niveau environnemental que les voitures à moteur d'injection qui utilisent les dérivés du pétrole. Par contre, les véhicules électriques, par exemple, ne sont pas encore pleinement adoptés ou adoptés à grande échelle à cause de l'indisponibilité des stations électriques. Ouais, un peu. Donc ça, ce sont des facteurs. Il y a des facteurs comme ça, il y a des technologies qui peuvent être très bonnes, mais parce qu'elles ne sont pas transparentes, elles ne sont pas simples, elles ne sont pas commodes, ces technologies ne deviennent pas des RIT. La clé 3, cette clé est extrêmement importante, bref, tout comme la deuxième clé. Dans l'ère industrielle, l'activité de l'entreprise était segmentée en métiers distincts. Donc, il était nécessaire de se spécialiser dans un domaine bien précis. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la majorité des changements, surtout d'ordre technologique comme Hadoop, exigent de nouvelles compétences. Attention donc à ne plus fonder sa différenciation sur la technologie.
Dans l'ère industrielle, la spécialisation avait un sens parce que le niveau, en fait, l'évolution technologique était très lente. OK? L'évolution technologique était très lente. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, être spécialisé sur une technologie est devenu très risqué. Selon les statistiques, il est établi que la moitié des technologies qu'un étudiant en informatique apprend lors d'un programme de master, donc 4 ans ou 5 ans, est démodé lorsqu'il arrive à la troisième année du programme d'études. Et ceci n'est pas juste propre au Big Data. Prenez aussi l'industrie automobile, encore une fois. Lorsque les entreprises, par exemple, le marché quitte des véhicules qui fonctionnent avec les moteurs à injection, que pensez-vous qu'il se passe pour toutes les personnes qui sont spécialisées dans la maintenance des moteurs à injection, à explosion? Oui, puisque c'est les moteurs à explosion qui ont précédé les moteurs à injection. Vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je suis spécialisé dans le dépannage des moteurs à explosion, après il y a le moteur à injection qui arrive, bah, automatiquement, moi je suis éjecté du marché. Ou alors je me retrouve en train de fonctionner avec des compétences, qui ne servent plus. De même, lorsque les tableaux de bord mécaniques des véhicules sont progressivement remplacés par les tableaux de bord électroniques, est-ce que c'est difficile de deviner ce qui arrive aux spécialistes des tableaux de bord mécaniques? Si vous étudiez les entreprises comme les Nokia, les Kodak ou les maisons de disques, vous vous rendrez compte que c'est la spécialisation qui a pendant été longtemps leur point fort qui est devenu leur point faible. Kodak n'a pas pu s'adapter au changement de la pellicule vers le numérique. Nokia ne s'est pas adapté des téléphones claviers au smartphone. Les fabricants de cassettes ne se sont pas adaptés à l'arrivée des CD, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on vit dans un monde comme ça où le changement est perpétuel, en fait. C'est la capacité à anticiper ce qui arrive, la capacité à rester ouvert qui est nécessaire. Par contre, pour faire face à cette rapide, vous allez me dire, OK, Juvenal, si je ne suis pas spécialisé, moi, je fais comment? OK, pas de panique. Pour faire face à cette rapidité d'évolution technologique, le succès exige aujourd'hui de posséder ce que certains économistes appellent les basic skills. Moi, j'aime parler de compétences à long terme. Les basic skills, ce sont des compétences de base. C'est-à-dire que, par exemple, quand on dit traitement distribué, au lieu d'être spécialisé sur Hadoop, nous préférons que vous soyez spécialisé sur le traitement massivement parallèle. Ainsi, vos compétences seront indépendantes. En fait, l'idée, c'est de rendre vos compétences indépendantes des technologies. OK? L'idée, par exemple, c'est de connaître les principes des véhicules que d'être spécialisé sur le dépannage d'un type de véhicule en particulier. Okay? Donc, avec le replay, vous allez voir, vous allez mieux étudier, vous allez mieux comprendre en fait cette clé-là, non pas tout aborder. Donc, ce que nous pouvons quand même vous conseiller, c'est qu'au lieu de vous spécialiser, il faut développer des compétences conceptuelles qui vous permettent de vous adapter à tous les futurs changements dans le marché. Donc, c'est bien d'avoir les compétences de base. Les compétences qui sont invariantes, des compétences qui sont basées sur les concepts. C'est mieux de comprendre les concepts que la technologie. Donc, dans l'ouvrage, et c'est l'accent sur lequel nous avons mis, si vous avez par exemple acheté l'ouvrage, vous avez vu que nous ne sommes pas entrés dans la configuration d'Hadoop et tout. Nous avons plus expliqué les compétences. En fait, le but était de vous munir des compétences de long terme nécessaires pour travailler dans le Big Data. Et je suis aussi ravi parce que les éditions ENI qui offrent, et là c'est vraiment sans publicité, c'est que les éditions ENI aujourd'hui offrent une bibliothèque très vaste et couvre un ensemble pratiquement tous les concepts que vous allez voir, vous allez entendre parler de la blockchain, vous allez entendre parler des objets connectés, l'hybridation. Aujourd'hui, ENI offre une bibliothèque numérique qui vous permet de développer les compétences de base. C'est que l'idée, vous pouvez être spécialiste aussi, mais l'idée, c'est que si vous voulez connaître les concepts dans les objets connectés, connaître les concepts dans le big data, connaître les concepts dans la blockchain, bah, je pense véritablement que ENI est l'acteur que vous devez solliciter. La clé 4, alors moi je m'appelais cette clé 4 le comportement de grenouille. Comportement de grenouille, il faut éviter le comportement de grenouille.
Je ne vais pas entrer beaucoup dans le détail, mais en fait, l'idée, c'est passer à l'action maintenant. Chaque opportunité possède ce qu'on appelle une fenêtre de temps. Passer cette fenêtre de temps, l'opportunité disparaît. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique de plus en plus rapide, les fenêtres de temps des opportunités sont de plus en plus courtes. Donc, si vous voulez saisir les opportunités du Big Data, il vous faut absolument avoir le sens de l'urgence. Il vous faut agir. Le sens de l'urgence est juste obligatoire. Alors, juste une slide pour parler rapidement de l'ouvrage. Alors, l'ouvrage est en vente depuis le mois d'avril. Aujourd'hui, nous recevons beaucoup de retours très positifs des lecteurs. Alors, simplement, je ne vais pas entrer là-dedans, mais je vais simplement vous dire que dans l'ouvrage, en fait, nous faisons 4 promesses. C'est une sorte de 4 promesses, tout simple. La première promesse, c'est que vous allez comprendre la transition. Tout ce que j'ai expliqué là, vous allez comprendre la transition numérique qui est en cours. Deuxième promesse, vous allez saisir les principes qui forment la fondation d'Hadoop et son écosystème technologique. Comme j'ai dit, le but pour vous aujourd'hui, c'est de développer des compétences qui sont indépendantes de la technologie parce que la technologie évolue très, très vite. Okay? Et de vous focaliser plutôt sur les technologies qui sont transparentes, donc les technologies héritées, les technologies qui sont prêtes à être adoptées. Aujourd'hui, vous savez comment identifier les technologies qui sont prêtes à être adoptées. Encore une fois, je répète, la technologie qui va être adoptée, c'est la technologie qui est transparente à l'utilisateur. À partir du moment où vous voyez qu'une technologie devient transparente à l'utilisateur, engagez-vous là-dedans. Troisième promesse, vous allez développer les compétences de long terme dont vous aurez besoin de travailler dans le Big Data. L'idée, ce n'est pas juste de vous apprendre Hadoop, mais l'idée, c'est vraiment le monde du Big Data. Donc, par exemple, le traitement en streaming, la transition numérique, le leadership, le traitement massivement parallèle, etc. Dernière promesse, vous serez équipé de l'attitude. C'est vraiment important. Un changement implique toujours un changement mental, un changement de paradigme. Le changement de paradigme, en fait, c'est le changement du rapport qu'on a avec l'environnement. Vous avez besoin d'une certaine attitude pour identifier les opportunités et saisir les opportunités qui se présentent actuellement. Si vous continuez à fonctionner avec avec le paradigme de l'industriel, en fait, ce n'est pas avec la mentalité de l'industriel que vous pouvez saisir les opportunités de l'ère numérique. N'évaluez pas le numérique avec l'attitude de l'ère industrielle. À propos des éditions ENI, je vais prendre un temps spécial aussi pour parler de l'ENI. Alors, tout changement majeur, comme je l'ai dit, et comme je continue toujours à le dire, tout changement majeur produit toujours des impacts qu'il convient d'évaluer. Vous devez évaluer l'impact du numérique sur votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie privée. L'étude de ces impacts va naturellement vous conduire à développer de nouvelles compétences. En dehors de notre ouvrage, ENI est la seule dans la francophonie, à notre connaissance, qui dispose d'une vaste bibliothèque de ressources variées et de tout un catalogue d'ouvrages que vous pouvez utiliser quand bon vous semble pour vous former dans le Big Data ou les nouveaux concepts du numérique. Vous trouverez dans sa bibliothèque, comme je l'ai dit, des ouvrages traitant des objets connectés, l'intelligence artificielle, la sécurité, les bases de données, la blockchain. Spécifiquement, ENI est l'expert de la formation informatique. Chaque mois, nous avons en moyenne entre 15 et 20 nouveaux livres vidéo qui sortent et ENI dispense plus de 20 000 e-formations en France et à l'international. Si ça, c'est pas être leader, chaque année, ce sont plus de 500 étudiants qui sont diplômés à ENI École et plus de 20 000 personnes formées dans les centres de formation de l'entreprise. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est le moment des questions, des réponses. Alors, on a déjà, donc, si vous avez une question, des questions. On a déjà des questions. Okay. Alors, notamment, on vous demande quelle opportunité pour une thèse en Big Data? Quelle opportunité pour une thèse en Big Data? Alors. C'est important de comprendre, lorsque vous faites une thèse, que ce soit en Big Data ou que ce soit dans un autre domaine, l'idée c'est, vous devez identifier un problème et apporter dans votre thèse une résolution à ce problème-là. Comme je vous ai expliqué, le Big Data, c'est l'expression d'un phénomène, la transition numérique. Donc,
Moi, à votre place, je n'irai pas en termes big data, mais j'irai encore de façon plus spécifique et je dirais, OK, impact, j'étudierai par exemple l'impact des objets connectés sur, je ne sais pas moi, les échanges internationaux, par exemple. Ouais, parce que le big data, c'est juste l'expression, c'est la partie visible. En fait, le volume de données qui est généré, c'est simplement dû, par exemple, à la blockchain, c'est dû à l'interconnexion des objets. Ouais. Donc, l'opportunité ne se situe pas sur la big data, mais sur l'étude de l'impact de ce qui a provoqué ce phénomène-là dans la société. Par exemple, je prends le blockchain et je dis, OK, impact, je peux étudier le blockchain. Le blockchain, par exemple, c'est un concept du big data. Donc, si je prends le blockchain, je n'étudie pas juste le blockchain, j'étudie les aspects du blockchain dans, par exemple, les échanges financiers, dans le système bancaire. Quel sera l'impact? J'étudie et je propose des solutions. J'espère que ça répond à votre question. Alors, on a une autre question. Est-ce que le marché français est prêt à absorber ses compétences? Et si oui, faut-il une certification pour être légitime sur le marché? C'est Jérémy qui pose la question. Alors, est-ce que le marché français est prêt? Oui. J'ai donné une interview récemment chez le MAC IT qui m'a posé la même question. Donc, je ne vais pas entrer, c'est juste comme je l'ai dit là, allez sur le MAC IT, vous allez voir, j'ai répondu de manière détaillée. Arnaud Montebourg, en juillet 2014, a lancé l'économie numérique, en fait, un projet qu'il a baptisé le gouvernement, l'État numérique. Et là-dedans, c'est de la big data. Donc, le marché français est aujourd'hui mature pour cela. Ce n'est peut-être pas la maturité du marché européen ou français n'est peut-être pas le même qu'en Amérique, mais l'intérêt est réel. Maintenant, quant à savoir la crédibilité, est-ce qu'il faut passer une certification? Moi, dans mon cas, moi, j'en ai passé 6. Je n'ai pas passé les certifications. Ma motivation en passant les certifications, ce n'était pas d'avoir un boulot ou un CD. Ma motivation, c'était de maîtriser ce qui était derrière et pouvoir offrir aux entreprises un service. Donc, le mindset à avoir, ce n'est pas est-ce que je dois passer une certification pour avoir un boulot, mais le mindset, c'est quelle est la compétence que je peux offrir aux entreprises. Alors, en ce qui concerne la certification, j'en parle aussi dans l'ouvrage, c'est très controversé en France. Dans les pays anglo-saxons, lorsque vous avez une certification, vous êtes crédible. En France, c'est divisé. Comme j'ai les certifications, je suis en France depuis 2013, donc j'ai quand même passé beaucoup d'entretiens. Je peux vous dire qu'il y a un groupe d'individus qui ne vont pas accepter, que vous soyez crédible, en fait, qui ne va pas accepter votre crédibilité. Et il y a un autre groupe d'entreprises qui vont accepter. Donc, c'est juste comme ça, c'est le marché. Donc, vous devez déjà le savoir. Il y a les gens qui ne vont pas accepter votre certification, il y a d'autres qui vont accepter. Après, c'est à vous de voir. Okay? Moi, en tout cas, ça marche bien chez moi. J'ai eu beaucoup de refus. Mais après, l'intérêt de la certification, c'est la maîtrise. Donc, quand on maîtrise quelque chose, au final, ça passe. À ce propos, on vous demande, si on ne parle pas de certification, quelles sont les compétences de base dans le big data qui permettraient de réussir une mission chez un client? Les compétences de base, c'est déjà le SQL. Vraiment, il faut avoir une forte maîtrise du SQL. La deuxième chose, c'est la maîtrise et la pratique d'un langage de programmation, par exemple Python, Java ou Scala. La troisième chose, c'est la connaissance du fonctionnement du stockage de données en HDFS, parce que c'est un vrai problème. En HDFS, par exemple, le HDFS a été conçu pour stocker des gros volumes de données. En entreprise, on a encore des problèmes de silos de données. Dans les données arrivent encore sous forme de fichiers Excel de 100 mégas, 10 mégas, 30 mégas. Et ça, c'est des problèmes en termes de performance. Donc, il faut vraiment bien connaître la structure, le fonctionnement du HDFS, connaître la programmation, connaître le SQL. Quand vous connaissez le SQL, prendre le Hive qui fonctionne sur Hadoop, c'est pratiquement la même chose que le SQL. Vous allez rarement écrire des programmes Java, sauf quand c'est pour des optimisations poussées, comme le problème du HDFS que je vous ai décrit là. Voilà. Alors,
je ne sais pas si ça entre dans le champ de vos compétences et connaissances, mais on nous demande si après un master en Big Data, qui vient d'être lancé en Côte d'Ivoire, quelles seraient les opportunités après cette formation, en fait? Quels sont les métiers du Big Data? Alors, les métiers du Big Data, je l'ai développé dans l'ouvrage et j'ai laissé une partie, j'ai publié une partie sur le Parisien. Donc, je pense que le reste, le Parisien, j'ai publié là. Il y a actuellement 6 métiers. Mais c'est important de comprendre que l'opportunité, de façon basique, il n'y a pas en fait de situation qu'on qualifierait d'opportunité. C'est à vous, avec votre mentalité, de comprendre que voici une opportunité. Moi, par exemple, quand j'ai rédigé le livre, cet ouvrage-ci, je ne me suis pas dit, est-ce qu'il y a un ouvrage? Un jour, j'étais sur Internet, je cherchais un livre spécialisé sur Hadoop. J'ai googlisé, je n'ai rien trouvé. Je me suis dit, attendez, je vais écrire le mien. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, qu'est-ce que en fait, il faut regarder l'environnement dans lequel vous êtes et dire quel est le problème que les entreprises ont. Et comment est-ce qu'avec ma compétence de Big Data, je peux l'offrir. Alors, en France, par exemple, pour les entreprises ont des problèmes de sécurité des bases de données. Les entreprises ont des problèmes de silos dans l'entreprise. Les entreprises ont des problèmes d'exploitation, écriture, de data engineering, le traitement des données. Parce que justement, en fait, ça, c'est la conséquence des silos. Maintenant, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas nécessairement le cas. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas nécessairement le cas. OK? C'est à vous de voir. C'est à vous d'étudier les opportunités. C'est à vous de voir l'opportunité qui est en cours. Donc, j'espère que ça répond à la question. Alors, on vous demande également la différence qui existe entre Big Data et Open Data. Pas exactement la même chose. Comment est-ce que vous pourriez expliquer rapidement la différence? OK, le Open Data et la Big Data, OK. C'est important de comprendre, je vais encore revenir là-dessus. Le Big Data, c'est l'expression d'un phénomène qu'on appelle le numérique. Le Big Data, ce n'est pas le volume, ce n'est pas les 3 V. Okay? C'est quand en fait, il y a un aspect marketing dessus. Mais le Big Data, c'est l'expression. C'est-à-dire que c'est la conséquence de quelque chose. Et c'est la conséquence, de l'ubiquité, donc de la facilité d'Internet, l'utilisation d'Internet, et 2, de l'accroissement du nombre d'objets qui sont connectés à Internet. Votre smartphone, chaque fois que vous vous connectez, toutes les activités que vous faites avec votre smartphone sur Internet génèrent des données. Maintenant, multipliez vos données par le nombre d'individus qui sont connectés comme ça 24 heures sur 24. Et on a les données. Vous voyez que la Big Data, ce n'est pas les données qui sont générées, mais c'est l'interconnexion, c'est le nombre de personnes connectées à Internet. Donc, la Big Data, c'est la conséquence. Okay? C'est juste la partie visible des activités liées à la connexion sur Internet. Maintenant, l'Open Data, c'est quoi? Ça n'a rien à voir. L'Open Data, c'est l'ouverture. En fait, c'est une initiative publique des États qui veulent en fait garantir la transparence dans le traitement des données. OK? Et donc, elles mettent à disposition des données pour favoriser le développement de services publics. Par exemple, la SNCF va par exemple mettre à disposition, non, je vais prendre le cas une commune va par exemple mettre à disposition les données concernant les âges, la géographie, les salaires de la population dans laquelle qui est son administration. Et les développeurs vont utiliser ces données pour développer des applications qui vont les exploiter pour le bénéfice des utilisateurs. En gros, c'est ça l'Open Data. L'Open Data, c'est une initiative publique. Donc, ce sont des données, en fait, ce n'est pas des données, mais c'est l'initiative de j'ouvre mes données, je mets à disposition les données d'État pour favoriser la transparence dans le management. C'est ça, en fait, l'idée de l'Open Data. Alors, je suis en train de travailler sur un autre ouvrage où j'explique ça de manière très, très, très détaillée. Mais ce n'est pas pour maintenant, c'est peut-être pour 2018-2019. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. On a quelqu'un qui se demande également la différence entre les SGBDR traditionnels et le Big Data. Est-ce que vous pourriez dire? OK. Encore une fois, Big Data, SGBD. Le Big Data, ce n'est pas une technologie. Le Big Data, il faut vraiment que vous compreniez ça. On va vous renvoyer le replay, réécouter. Le Big Data, c'est l'expression de la connexion, en fait, c'est l'expression des activités connectées des individus sur Internet. C'est que ça, le Big Data.
le fait que vous voyez les données, les formats de fichiers et tout, c'est simplement dû au fait, c'est la résultante de l'interconnexion des gens, de la communication et des smartphones, les frigos qui sont connectés sur Internet, les voitures qui sont connectées sur Internet, je ne sais pas moi. On a même des porte-clés qui sont connectés sur Internet. C'est tout ça, ça génère des données. Le SGBDR maintenant, c'est une technologie de stockage, c'est une technologie de gestion des bases de données. C'est-à-dire que lorsque toutes ces données sont gérées, en entreprise, on va les centraliser dans un endroit, dans un logiciel qui va en gérer la cohérence et l'intégrité. Ce logiciel qui gère la cohérence, l'intégrité, le traitement, l'exploitation et la mise à disposition des informations, des données, c'est ça qu'on appelle un SGBD. Donc, il n'existe simplement aucun lien entre le SGBD et le SGBDR et le Big Data. C'est juste que le Big Data, en fait, la data, au départ, de façon traditionnelle, on utilisait une architecture centralisée. Donc, les SGBD étaient centralisés sur une machine, donc sur un serveur. Dans le Big Data, dans le numérique, les données ne sont pas centralisées, mais elles sont décentralisées sur un cluster, donc sur plusieurs machines. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une autre question très intéressante pour quand on veut se lancer dans Hadoop. Sur quel environnement peut-on commencer à faire du Hadoop? Peut-on s'exercer avec un simple PC? Alors, oui, vous pouvez apprendre Hadoop. Donc, moi, je vous conseille de télécharger les machines virtuelles. Les Cloudera, MapAir et Hortonworks offrent sur leur site des machines virtuelles qui contiennent Hadoop, la distribution Hadoop qu'ils offrent. Vous pouvez aussi aller sur Apache, la fondation Apache, et télécharger la version open source d'Hadoop. Par contre, vous allez devoir vous-même coder, développer et tout. La raison pour laquelle je demande de télécharger une machine virtuelle, c'est gratuit. Hein, c'est gratuit. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, la raison pour laquelle je demande de télécharger une machine virtuelle d'une distribution, c'est parce que c'est transparent à l'utilisateur. C'est-à-dire que vous n'avez plus de configuration à faire. C'est prêt à utiliser. Vous n'avez pas utilisé le Java pour aller configurer des variables je ne sais pas moi, dans des fichiers de configuration, des fichiers XML, non. Donc, maintenant, au niveau de la capacité de la machine qui doit être utilisée, moi, je recommande d'avoir, sur un PC, oui, la machine virtuelle va tourner sur un PC en utilisant un logiciel de virtualisation comme VMware ou alors un logiciel de virtualisation comme VirtualBox. Bref, il doit en avoir plusieurs. Vous cherchez un logiciel de virtualisation gratuit et vous faites démarrer la machine virtuelle dessus. Maintenant, il faut simplement que votre PC ait la capacité de faire démarrer cette machine virtuelle-là avec des délais suffisamment raisonnables. Donc, en général, un PC avec 8 Go de mémoire, si vous avez un Core i5, même de 1 GHz en processeur, 8 Go de mémoire, ça ira. Ça ira. Ok, voilà. Merci. Merci Juvenal. Alors on parlait du marché français tout à l'heure. On nous a demandé également si vous saviez si le marché africain était prêt pour ces technologies de Big Data. Alors je n'ai pas étudié le marché africain malheureusement. Je n'ai pas étudié le marché africain lors de mes études. Par contre, une chose est certaine, c'est que lorsque un changement arrive, le changement ne prend pas effet de la même façon dans différentes zones géographiques. Et cela est dû à plusieurs facteurs. OK? Par exemple, en France, par exemple, le style de... Pourquoi est-ce que, par exemple, en Amérique, c'est plus rapide? Parce que le style de management n'est pas le même. La loi ou la constitution, l'état d'esprit à lequel la constitution américaine a été rédigée n'est pas le même. Les valeurs prioritaires ne sont pas les mêmes. En Europe, par exemple, on privilégie l'individu, on privilégie les droits de l'homme, on privilégie la liberté. C'est pourquoi on ne permet pas justement aux gens d'utiliser les données n'importe comment. Même quand on dit Big Data, les États sont toujours très prudents. Est-ce qu'on doit permettre de laisser les logiciels qui vont analyser les données pour dire, OK, oui, vous pouvez attribuer un crédit à telle personne juste sur la base du fait que ce soit une femme, que ce soit un homme, qu'il soit de telle religion, qu'il soit de telle race. En France, en Europe en général, c'est des questions qui secouent. C'est pourquoi l'avancée technologique, par exemple, n'est pas aussi rapide. Aux États-Unis, ce n'est pas important. Ouais, les données, c'est juste des données, on les prend, on les traite. Et
On n'a pas, ce n'est pas la même priorité. Ce n'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste que les valeurs ne sont pas les mêmes. C'est pareil en Afrique. Il y a certaines choses qui font que, bah, pour le moment, la croissance, ça va se faire parce que ultimement, nous sommes en train d'entrer dans une ère. Ça va se faire, mais ça ne va pas se faire au même rythme. OK? Ça va se faire progressivement. Donc, quant à savoir s'il y a des opportunités, est-ce que le marché africain est prêt aujourd'hui? Moi, je dirais, comme on sait déjà que ça va se faire, c'est mieux de se positionner aujourd'hui et commencer à offrir. Parce que souvent, quand les gens refusent un changement, c'est parce qu'ils ne voient pas le bénéfice. Donc, si vous avez une idée, si vous voulez développer un produit Big Data au marché africain, moi, je vous recommande de le faire. Faites-le maintenant. Ça va peut-être changer les mentalités. Ils vont se dire, ah tiens, il y a peut-être un moyen de faire ceci comme ça. Vous voyez? Mais de façon structurelle, vous ne pouvez pas avoir la main dessus. Le changement structurel, il se fait de manière très, très lente. En fait, plus ou moins lente en fonction du niveau de résistance au changement, en fonction de la réglementation en vigueur, en fonction de la mentalité des gens, en fonction des problèmes locaux, des problèmes géographiques, par exemple, dans les zones subsahariennes où il y a le désert, on a certains problèmes que ceux qui habitent dans les régions équatoriales n'ont pas. Vous voyez, ça sont des facteurs géographiques comme ça qui font que certaines choses ne peuvent pas se mettre en place très, très rapidement. Voilà. Alors, il est bientôt 1h30, donc on va avoir le temps juste pour encore une ou deux questions. Alors, quels sont les inconvénients du Big Data? Que cache-t-il? C'est vrai qu'il est beaucoup critiqué. Est-ce que vous avez un avis dessus? Alors, quels sont les inconvénients du Big Data? Alors, il y a une chose. Alors, moi, je vais vous parler numérique. J'espère que quand vous allez réécouter cette présentation, que vous allez comprendre que le Big Data, c'est l'expression d'un phénomène. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre les problèmes. En fait, on est en train de... Le Big Data, en fait, c'est quoi? C'est l'approche ou la mentalité vers laquelle l'humanité est en train de tendre, c'est la décentralisation. Chacun fait ses choses. Donc, les problèmes que cela crée, en fait, ce ne sont pas des problèmes, c'est une transition. En fait, c'est qu'on va changer la façon dont on a toujours fait. C'est-à-dire que si, par exemple, le management, par exemple, un problème très simple, on avait, par exemple, tendance à... Le management, par exemple, les personnes, les individus avaient, par exemple, tendance à travailler dans la même entreprise. Ouais. Les entreprises, ils avaient l'habitude de travailler géographiquement sur le même lieu. Avec le numérique et avec les contraintes, en fait, avec la mentalité de la génération Y, par exemple, ce n'est plus le cas. Les gens veulent, par exemple, travailler depuis leur domicile. Ça demande un changement dans l'approche du leadership. Alors, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une opportunité? Moi, je vois que c'est une opportunité parce que les managers, je ne savent pas comment on va gérer ça. Donc, si vous êtes les premiers à venir et dire, OK, les gars, voici, j'ai une solution pour vous aider à gérer les gens qui veulent maintenant travailler chez eux, c'est une opportunité. Alors, un autre problème / opportunité, retenez que les problèmes sont des opportunités. Il faut juste apporter une solution à un problème et c'est tout. Plus il y a des problèmes, plus il y a des opportunités. C'est vraiment comme ça qu'on détecte les opportunités. Je prends un autre exemple simple. Blockchain. J'en parle beaucoup parce que il y a beaucoup de gens qui disent, OK, la blockchain aujourd'hui, c'est quoi? C'est la décentralisation du système financier de manière très, très globale. C'est vrai qu'après, on peut faire plusieurs autres choses. Mais vous voyez qu'actuellement, le système financier, c'est un système qui est centralisé par les banques. Donc, on commence à questionner. Alors, quel sera le rôle des banques dans le futur? Comment est-ce que les banques peuvent s'adapter? Vous voyez que les banques sont en train de dire, OK, il y a maintenant le modèle de banque en ligne et tout ça et tout ça. Donc, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une opportunité? Ça dépend de la mentalité. Pour moi, c'est une opportunité. Un autre problème, c'est ça. Ceci, par contre, c'est un vrai problème. C'est le rôle des États. Par exemple, il y a un problème, enfin pas un problème, mais il y a par exemple le cloud computing. Avec le stockage dans le cloud, bah, la souveraineté des États, par exemple, est remise en question. Qu'est-ce qu'un État? Vous avez, par exemple, vu avec le scandale de Snowden, par exemple, que il y a certains États qui profitent de la décentralisation de ces données pour espionner. La sécurité, la cybersécurité, la protection territoriale, moi je pense, voilà les vrais problèmes. Ça, c'est un problème. Encore une fois, est-ce que c'est un problème, c'est une opportunité? Pour moi, c'est une opportunité parce qu'il me suffira juste de penser, OK, moi, en fait, moi, dans mon système de pensée, je me dis,
quelle est la solution que je peux apporter pour résoudre la cybersécurité, pour résoudre la sécurité dans les entreprises. Et c'est une opportunité, je propose. Après, je l'améliore avec le temps. Un autre problème très proche, c'est la centralisation, le stockage. Les entreprises aujourd'hui ne savent pas. Est-ce que les bases de données relationnelles, est-ce qu'on peut encore tenir? Est-ce qu'elles peuvent tenir la charge? Non. Il faut qu'on utilise de nouvelles bases de données. Bon, il y a les bases de données qu'on appelle les NoSQL. Mais est-ce que les NoSQL ne sont pas encore matures? Entre-temps, comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est encore une autre opportunité. En fait, c'est un problème pour l'entreprise. C'est une opportunité pour nous qui sommes externes. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est le mindset. J'ai pris tous ces exemples pour montrer que problème, opportunité, c'est un mindset. C'est une manière de voir le monde. Et quand vous aurez cette manière de voir le monde, vous allez comprendre pourquoi je dis dans l'ouvrage, bénéficier des opportunités d'un monde qui n'a jamais existé auparavant. Alors, okay. Pardon, on a une dernière question sur le lien entre le big data et l'intelligence artificielle. On va prendre plus que celle-ci, mais vous inquiétez pas pour les autres. On répondra aux questions plus tard dans la description ou dans les commentaires sur YouTube quand on postera le replay. Donc n'hésitez pas, même si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser à ce moment-là. Donc le lien entre big data et intelligence artificielle. Alors, il y a, vous voyez que je suis désolé, mon approche de réponse aux questions n'est pas directe, elle est toujours un peu détournée, parce que c'est un changement, c'est la mentalité, en fait. Donc, je ne vais pas répondre directement, je vais vous faire comprendre d'abord quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'opportunité se situait sur les technologies qui sont prêtes à devenir un standard sur le marché, dont les technologies RIT, ok? L'intelligence artificielle, toutes ces choses que vous entendez, ce sont des technologies, c'est que dans le marché, il y en a plein. Il y en a plein, vous en allez entendre comme ça, plein de buzzwords et tout. Ce sont des opportunités. Mais maintenant, il y a celles qui vont demeurer des opportunités dans le long terme et celles qui ne vont pas l'être. Le machine learning, en fait, l'intelligence artificielle, les gens parlent, oui, les gens disent, ouais, l'intelligence artificielle va remplacer les humains. Ah non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer les êtres humains, rassurez-vous. Maintenant, quel est le lien entre les deux? C'est que derrière l'intelligence artificielle, il y a des algorithmes de statistiques, des algorithmes de data mining, des algorithmes de machine learning qui permettent de faire du traitement automatique, en fait, qui permettent de faire ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé ou non supervisé. Donc, c'est ça le lien. C'est qu'on a besoin de l'intelligence artificielle pour donner un sens à toutes les données. Par exemple, pour savoir qu'OK, de façon traditionnelle, on utilisait le reporting, on utilisait les techniques comme les calculs des indicateurs, ok, pour avoir un reporting. Qu'à la fin, l'entreprise, lorsqu'elle avait les données dans son data warehouse, les techniques comptables lui permettaient à la fin de savoir que voici, j'ai j'ai fait tel chiffre d'affaires dans telle région. Telle personne, voici le top 20 de mes clients. Ouais, un peu. Les techniques comptables étaient les techniques qui permettaient de traiter les données et de donner un sens à ces données pour les décideurs. Ben, aujourd'hui, en Big Data, avec l'échelle des données, ben, c'est l'intelligence artificielle, tout simplement. Donc, c'est un ensemble de techniques comme d'autres qui permettent de faire parler les données, qui permettent de donner un sens à la donnée. C'est ça le lien entre les deux. Mais après, en termes de tendance, moi, je dirais que c'est juste une tendance. C'est une tendance. Est-ce qu'elle est transparente aux utilisateurs? Posez-vous la question quand vous voyez une nouvelle tendance. Est-ce qu'elle est transparente? Si elle n'est pas transparente, les seuls marchés sont chauds et redescendent. Voyez, à une époque, on parlait de data scientist, data. Bah, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On s'est rendu compte qu'en fait, on a encore les vrais problèmes de data engineering. Il faut traiter, il faut résoudre le problème de silo. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Ok, ben, merci beaucoup Juvenal Chokogoué. Vous pouvez retrouver donc le livre Hadoop devenez opérationnel dans le monde du Big Data sur le site des éditions ENI. Et on vous remercie chaleureusement d'avoir été présent avec nous sur ce webinaire.